Connaissance. Recherche. Sciences. Sciences, mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. archéologie, nature. Chers collègues, cher Peter Piot, le sida reste un défi majeur pour les décennies à venir en matière de santé publique et de politique globale de développement. L'épidémie sévit toujours avec plus de 2 millions de nouvelles infections par an. Elle touche le plus durement les pays à faible revenu puisque sur les 33 millions de personnes atteintes du sida dans le monde, dont la moitié sont des femmes, 2/3 vivent en Afrique subsaharienne. Votre nom s'est naturellement imposé pour aborder ce thème dans la chaire Savoir contre pauvreté, créée en partenariat avec l'Agence française de développement et dont vous êtes le deuxième titulaire après Esther Duflo. Vous êtes médecin et titulaire d'une thèse de sciences en microbiologie. Vous avez été professeur de microbiologie et de santé publique à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Vous avez enseigné la microbiologie et la santé publique à l'Université libre de Bruxelles, à l'Université de Nairobi et à Lausanne. Vous êtes avant tout un chercheur de très haut niveau. Vous avez co-découvert le virus Ebola au Zaïre en 1976 et vous avez conduit en Afrique des programmes de recherche sur l'infection à VIH. De 1995 à 2008, vous avez été le premier directeur exécutif du programme commun des Nations Unies sur le sida, appelé ONU-SIDA, que vous avez contribué à fonder. L'ONU-SIDA est déployé dans plus de 85 pays et est soutenu par 10 agences des Nations Unies qui lui sont affiliées. Grâce à votre action, l'ONU-SIDA est devenu le principal ambassadeur de la lutte mondiale contre le sida avec des résultats tangibles. Après avoir passé le relais de la direction à un Malien, Michel Sidibé, vous avez été nommé professeur de santé publique et directeur du nouvel Institut de santé globale, Global Health, à l'Imperial College à Londres. Dans un entretien récent, vous disiez avoir tiré plusieurs leçons de ces 14 années passées à la tête de l'ONU-SIDA. On peut soulever des montagnes, dites-vous, en ouvrant l'accès du traitement aux malades des pays pauvres. Preuve en est puisqu'à présent, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, plus de 4 millions de malades du sida sont sous traitement. Pour lutter contre le sida, vous préconisez une approche scientifique et technique, certes, mais aussi politique, économique et pragmatique pour mettre en œuvre et évaluer les opérations engagées. Vous estimez que, et je vous cite, c'est en général la convergence de l'engagement politique et de la science qui permet d'obtenir les meilleurs résultats. Enfin, vous montrez qu'à l'époque de la globalisation, le sida ne peut être abordé que de manière globale. La santé est un bien public mondial, comme l'environnement. C'est votre expérience, votre réflexion riche d'enseignements sur les nouvelles façons d'aborder les grandes épidémies et les problèmes de santé publique, votre vision à long terme que vous nous ferez partager au Collège de France dans le cadre de votre enseignement intitulé « L'épidémie du sida et la mondialisation des risques ». Vous aurez 2 publics. Celui qui assistera physiquement à vos cours au collège, comme aujourd'hui, et tous les internautes qui suivront et téléchargeront en audio et en vidéo votre cours et le colloque que vous organiserez en juin. J'ajoute enfin que vous avez accepté de dialoguer par visioconférence à l'issue de votre leçon inaugurale et à la fin de vos cours avec plusieurs campus de l'Agence universitaire de la francophonie à Bamako, Dakar, Yaoundé, Libreville, Antananarivo, Abidjan. Et pour tout cela, nous vous remercions.
Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir, messieurs, dames, chers collègues, chers amis. Malgré les progrès de la science et de la technologie, et malgré une bien plus grande maîtrise de l'information, l'histoire récente est pleine de surprises et d'événements non anticipés. Que ce soit la crise financière actuelle, les événements du 11 septembre 2001, la percée de la téléphonie mobile dans les pays les plus pauvres. Et le sida en est un autre exemple. Une pandémie d'un rétrovirus sexuellement transmissible et mortel n'était sûrement dans le scénario de personne jusque récemment. Un virus qui n'était même pas connu il y a moins de 30 ans a bouleversé les schémas de progrès en matière de santé et de développement socio-économique dans de nombreux pays. Ainsi, en 3 décennies, à peu près 60 millions de personnes ont été infectées par le VIH, dont 25 millions sont morts jusqu'ici. Ces millions de personnes sont toutes connectées les unes aux autres par des rapports sexuels, par exposition aux produits sanguins ou aiguilles contaminées, ou parce que leur mère était infectée par le VIH. En plus, selon les études génétiques et épidémiologiques, il est probable que tout a commencé par une personne et par un virus. C'est absolument incroyable. Tout ceci montre une autre face de la mondialisation, ainsi qu'une nouvelle dimension du concept de parents du sang. L'attribution du prix Nobel de médecine à Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi pour la découverte de la cause du sida marque aussi la reconnaissance du sida comme un des grands défis scientifiques de notre époque. Le sida est aussi la preuve dramatique que des microbes continueront à apparaître à l'époque des antibiotiques et des médicaments antiviraux, même si l'opinion dominante avant le sida était que les maladies infectieuses sont sous contrôle. Je me souviens, quand j'étais en dernière année en médecine, je demandais les conseils à mes professeurs et le verdict était unanime, il n'y a pas d'avenir dans les maladies infectieuses. Et en tant que flamand têtu, j'ai bien sûr commencé à étudier la microbiologie. Mais ça confirme ce que disait déjà Pasteur, messieurs, les bactéries auront le dernier mot. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme de médecine, au moins 40 virus, bactéries et prions et parasites ont été découverts, étaient responsables d'épidémies d'ampleur diverses. Mais la signification du sida va bien au-delà des domaines de la science et de la santé, la microbiologie. Cette épidémie remet en question aussi bien des valeurs de société sur la sexualité que le financement et la pratique du développement international. Et dans ce cours, je m'attache à montrer la spécificité de la riposte mondiale à l'épidémie du sida, comment elle peut transformer la santé et le développement, et troisièmement, le besoin d'une nouvelle stratégie à long terme contre le sida. Le sida continue son expansion mondiale depuis 3 décennies, avec 33,4 millions de personnes vivant avec le VIH aujourd'hui, 2,7 millions de nouvelles infections et 2 millions de décès. Voilà les chiffres. Vous voyez ici, en quelques diapositives, la situation en 1985, 10 ans plus tard, et la situation aujourd'hui, selon le dernier rapport de l'ONU-SIDA. Qui aurait pu prévoir la pire pandémie de l'histoire moderne depuis la grippe espagnole quand en juin 1981, les Centers for Disease Control d'Atlanta publiait un bref article sur un syndrome d'origine inconnue mais caractérisé par une pneumonie rare causée par Pneumocystis carini chez des hommes homosexuels aux États-Unis. Il s'agissait aussi du dilemme classique en santé publique. Quand on détecte quelques cas d'une nouvelle maladie, est-ce qu'il s'agit du début d'une épidémie ou est-ce qu'ils resteront des cas isolés? Et notamment les expériences du sida, du SARS, de l'encéphalite spongiforme bovine ont introduit le principe de précaution en santé publique, dont l'application la plus récente est la campagne contre la grippe H1N1.
Et on peut se poser la question légitime. Combien de millions de morts auraient pu être prévenus si les responsables sanitaires et politiques avaient appliqué ce principe de précaution dès le début de l'épidémie du sida dans les années 80, en y mettant les moyens de ces dernières années? Parce qu'au début, la riposte était absolument insuffisante. En 2008, lors de ma dernière année comme directeur exécutif de l'ONU-SIDA, nous pouvions annoncer pour la première fois un rapport sur la situation mondiale du sida qui n'était pas que désastreux. Le progrès montrait que nos efforts collectifs contre le sida commencent à porter des fruits. Le progrès a été le plus spectaculaire en ce qui concerne l'accès au traitement. Vous voyez ici qu'en fin 2008, à peu près 4 millions de personnes dans les pays à moyen et faible revenu bénéficiaient d'un traitement antirétroviral. Bien que ça ne représente que 42% des besoins, nous venons de très très loin. En 2000, moins de 200 000 personnes dans les pays en développement étaient sous traitement antirétroviral, la majorité étant des Brésiliens, comme le Brésil était le premier pays en développement à offrir gratuitement les soins aux personnes infectées par le VIH. L'impact de cet accès grandissant au traitement est déjà mesurable en termes de vies sauvées. Vous voyez ici les données de 2005 pour le Botswana, un pays qui atteint à peu près l'accès universel au traitement antirétroviral, tout comme un pays comme la Namibie, le Rwanda très proche, mais aussi au niveau mondial où, sans traitement, la mortalité cumulative du sida dans le monde aurait été de près de 3 millions de personnes en plus, dont 1,2 million en Afrique subsaharienne. Ce progrès en accès à une nouvelle technologie encore chère, en quelques années seulement, est sans précédent dans l'histoire du développement international, même s'il ne l'est pas dans le monde commercial. Les progrès en matière de prévention du VIH sont moins spectaculaires, bien que de nombreux pays connaissent une baisse du nombre de nouvelles infections par le VIH. Vous le voyez ici pour plusieurs régions de l'Afrique. On l'a observé aussi en Inde, en tout cas en Inde australe. Mais, il y a un grand mais. Pour chaque patient mis nouvellement sous traitement, presque 3 nouvelles infections par le VIH surgissent quelque part dans le monde. Comme si nous perdons toujours la course avec le virus. Et l'écart entre ceux qui ont besoin de traitement et ceux à qui on peut offrir le traitement devient de plus en plus grand dans le monde. Même une technologie ou une intervention relativement simple à prix bas et qui n'est pas stigmatisée par le sexe ou la drogue, comme la prévention de la transmission mère-enfant, a du mal à se mettre en œuvre pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, seulement 45% des femmes enceintes ont accès à cette intervention, même si elle a déjà été découverte à la fin des années 90. Une fois de plus, preuve scientifique ne signifie pas automatiquement acceptation et action. Comme nous le savons, beaucoup de science est perdue en traduction, lost in translation. Nous l'avons vu dans tant de domaines de la santé, par exemple la Convention internationale sur le contrôle du tabac n'a été approuvée par les États membres de l'OMS que plus de 50 ans après la preuve de l'association entre le tabac et les cancers du poumon par Doll et Hill en 1950. Une action qui a causé des millions de morts et qui continue à tuer. Pour éliminer la pauvreté, le monde a sans doute encore plus besoin de l'application des sciences contre pauvreté que de sciences contre pauvreté. Malgré ces résultats encourageants, ne perdons pas de vue que l'épidémie du sida n'est pas terminée. L'Afrique australe connaît aujourd'hui des taux de prévalence
qui dépasse de 30% parmi les femmes enceintes, des taux inimaginables au début de l'épidémie. En Afrique du Sud, 1,5 million de personnes sont infectées par le VIH chaque année. Et ici, en Europe de l'Ouest, dans pas mal de pays, nous voyons une recrudescence du nombre d'infections par le VIH parmi les hommes homosexuels. De nouveaux fronts aussi s'ouvrent en Asie avec des épidémies de VIH parmi les populations homosexuelles. Dans chaque ville provinciale en Chine où nous avons regardé, il s'agit souvent de villes de 4 millions d'habitants, nous voyons une épidémie de VIH parmi les hommes homosexuels. Même en Afrique, où l'homosexualité est largement un grand tabou social, il y a de l'évidence maintenant d'épidémie parmi les hommes homosexuels sur ce continent. Donc, avec 5500 morts par jour à cause du sida, on peut difficilement parler de succès. Comment est-ce que ces résultats dans la lutte contre le sida sont arrivés? En quelques mots, ces résultats ont été engendrés par une espèce de triangle d'or, une synergie entre des découvertes scientifiques, entre la politique, l'engagement politique et la mise en place de programmes de mise en œuvre. Mais ultimement, il faut le dire, c'est la politique qui a fait la différence. N'en déplaise pas à nous scientifiques. La découverte en 1996 que l'infection par le VIH est une infection traitable a bouleversé aussi bien la réalité que la perception du sida, au moins dans les pays riches. La découverte du traitement antirétroviral n'était pas moins ce que les stratèges militaires américains appellent un game changer, un modificateur du jeu quand il y a ces innovations technologiques ou politico-sociales qui de temps en temps changent complètement une stratégie. Pourtant, il faudra attendre à peu près 10 ans avant qu'au moins 1 million d'Africains aient accès à ce traitement. Malgré ces percées scientifiques, les patients continuaient à mourir, les nouveau-nés continuaient à être infectés par leur mère, et la raison principale de cette absence de traduction de la science en action était l'absence de volonté politique, de déni de la part des leaders des pays les plus affectés en Afrique, qui portent une très lourde responsabilité, et du manque de moyens financiers. L'appel de Jacques Chirac à Abidjan en décembre 97, comme on dit ici, fut une exception sur la règle de cette inaction politique. Mais l'engagement financier de la France et d'autres bailleurs de fonds ne suivait pas. Le monde n'était sûrement pas mûr pour un engagement au niveau mondial, au niveau d'une aide à une épidémie où les coûts récurrents sont si considérables. Ce n'est que lorsque le sida aura été devenu un enjeu politique international que la riposte à l'épidémie démarrera à une échelle correspondant à la gravité du problème. Et pour cela, il fallait tout d'abord redéfinir le sida et mettre le sida dans un contexte économique et de sécurité qui, en fin de compte, sont les deux grands thèmes qui comptent dans la politique internationale. Un premier pas important était le débat sur le sida comme problème de sécurité au Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa première réunion du millénaire, le 8 janvier 2000. Vous voyez ici le vice-président Gore, qui entre-temps a mis un peu de poids sur. Et avec ce débat, pas seulement on assistait à un élargissement du concept de sécurité, qui est plus que l'absence d'insécurité, de guerre, mais aussi, avec ce débat, le sida avait enfin gagné une crédibilité hors des cercles de la santé publique, et des portes jusqu'ici fermées s'ouvraient pour moi en tant que directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Rétrospectivement, l'année 2001 était le point tournant dans la lutte mondiale contre le sida, le tipping point,
comme décrit par Malcolm Gladwell. En avril 2001, une quarantaine de chefs d'État africains brisaient le silence autour du sida à un sommet spécial de l'OUA convoqué par le président Obasanjo du Nigeria. 2 mois après, sur proposition de l'Ukraine, c'est intéressant de le mentionner, l'Assemblée générale des Nations unies organisait pour la première fois une session extraordinaire de 3 jours sur un problème de santé, le sida. Encore une fois, plus de 40 chefs d'État, de gouvernement y participaient, et tous les États membres des Nations unies adoptaient une résolution d'engagement sur le VIH-Sida qui incluait des promesses très précises dans les domaines de la prévention et du financement de la lutte contre le sida. Cet événement historique avait un impact profond dans un grand nombre de pays. Pourtant, cette déclaration très forte, pour les Nations unies en tout cas, avait une lacune terrible et difficile à comprendre aujourd'hui. Et cette lacune est un manque total de référence au traitement antirétroviral. À part la France, le Luxembourg, les pays des Caraïbes et les pays latino-américains du groupe de Rio, tous les États membres des Nations unies étaient farouchement opposés à l'inclusion d'un objectif d'accès au traitement antirétroviral. Ça ne fait que 9 ans, il y a 9 ans. Ces pays, ces opposants, étaient appuyés dans cette position par presque tous les experts en santé publique, les experts en développement international, les agences bilatérales de développement international, la Banque mondiale. Et ces derniers s'appuyaient sur des arguments financiers, c'est trop cher, on n'a pas l'argent, ce n'est pas d'un coût efficacité, on peut bien dépenser l'argent en autre chose, et de l'état lamentable, bien réel cette fois-ci, des services de santé, surtout en Afrique subsaharienne. Le sida dérangeait très clairement les tenants de l'orthodoxie en santé publique et en développement. Et le débat en général aussi ne brillait pas par évidence scientifique. Par exemple, l'administrateur de l'époque de USAID avait même dit que les Africains n'ont pas de montre pour voir quand il faut prendre leurs médicaments, pour vous montrer le niveau du débat. Paradoxalement, il trouvait un allié puissant en la personne du président, du chef de l'État, d'un des pays les plus touchés au monde par le sida, le président sud-africain Thabo Mbeki, qui avait été convaincu par des chercheurs américains que le VIH ne cause pas le sida et que ce sont les antirétroviraux qui tuent les malades. Ce n'est que plus tard, sous l'impulsion des militants anti-sida, de Kofi Annan et du président George Bush et ses alliés chrétiens et médicaux, que l'accent de la lutte contre le sida se déplaçait de la prévention exclusivement au traitement. Les médicaments, avec leur effet de hasard, offraient une solution, entre guillemets, aux décideurs politiques, avec la convenance pour certains qu'on pouvait éviter de parler de sexe et de drogue, ce qu'on ne peut pas quand on parle de prévention. Cet engagement politique international au plus haut niveau n'était pas tombé du ciel, n'était pas né spontanément, mais pour une bonne partie était le résultat de l'action d'une société civile de plus en plus connectée internationalement, grâce aux nouvelles techniques de communication. L'exemple le plus puissant de cet activisme est le Treatment Action Campaign, TAC en Afrique du Sud, mené par Zaki Ahmad ici, un militant gay de l'ANC qui vit avec le VIH. Le TAC devenait rapidement un mouvement de masse dans un pays qui compte plus de 5 millions de séropositifs, qui pourrait être le plus grand parti du pays, et qui a une longue tradition de lutte contre l'apartheid. En même temps, les militants SIDA aux États-Unis et en Europe réorientaient leur énergie très considérable, j'en ai fait l'expérience, vers les problèmes des pays en développement et émergents. Jusqu'alors, ils s'étaient occupés quasi exclusivement de la situation dans leur propre pays. Et au début, quand j'étais devenu directeur de l'ONU-SIDA,
J'avais été voir les militants SIDA aux États-Unis, on parle de 1996, ils avaient carrément refusé de s'engager dans des actions de solidarité avec leurs collègues dans les pays en développement. Donc tout a changé. Cette action bien coordonnée des activistes se cristallisait en fin de compte autour de la création d'un mécanisme de financement spécifique pour le sida dans les pays en développement. Ainsi, pendant quelques années, une coalition brillante, pour utiliser le terme de Adam Hochschild quand il décrivait le mouvement pour l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni au XVIIe et XVIIIe siècle, une coalition brillante s'était mise en place. Si on descendait d'une autre planète ou d'une autre époque et on a un quiz et on demande qu'est-ce qui réunit des militants SIDA, l'Église anglicane, le Parti communiste, le Chamber of Mines, donc le grand patronat des miniers, les syndicats, l'ONU, les Nations Unies, Médecins sans frontières, les scientifiques, en Afrique du Sud, c'est le sida. Ils ne sont pas d'accord sur quoi que ce soit, mais il y avait cette coalition qui a vraiment fait bouger les choses. Aux États-Unis, c'est l'appui des chrétiens évangélistes qui était fondamental dans la création du programme du président Bush, le President's Emergency Plan for AIDS Relief. Il faut dire qu'avec le sida, je suis devenu probablement un peu plus pragmatique en matière de stratégie politique. Entre-temps, des structures de lutte contre le sida et des conseils nationaux au plus haut niveau, souvent attachés à la présidence, étaient mis en place. Ceci permettait aussi au programme de lutte contre le sida de s'émanciper de la tutelle des ministères de la Santé, souvent sans moyens et politiquement faibles. Et des projets pilotes étaient mis en place par l'ONU-SIDA et la Croix-Rouge française tout d'abord, et puis par des ONG, pour démontrer que le traitement antirétroviral est bien possible dans des pays avec une infrastructure sanitaire défaillante. Il ne manquait plus que l'argent. Beaucoup d'argent, comme les études de l'ONU-SIDA le montraient, à peu près 7 milliards de dollars par an, comme demandé par Kofi Annan dans son discours d'Abuja en 2001. Suite à la session extraordinaire sur le VIH de l'Assemblée générale des Nations unies et du sommet G8 de Kyushu à Okinawa, la même année, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme étaient créés en 2002. Et il faut noter que ce fonds multilatéral finance aussi la lutte contre la tuberculose et le paludisme, qui depuis des années manquait cruellement de l'argent. Et on peut dire qu'il s'agit là d'un des multiples bénéfices collatéraux du sida. Aujourd'hui, le fonds dirigé par notre ami Michel Kazatchkine est devenu le plus grand financier multilatéral de programmes de santé dans les pays en développement. En 2003, un allié inattendu amenait le changement qualitatif nécessaire pour le financement, où l'on compte maintenant en milliards et plus seulement en millions de dollars ou d'euros. À la surprise générale, y compris au sein de son propre parti, le président George Bush demandait 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida au Congrès américain dans son State of the Union de janvier 2003. Cet appel changeait radicalement le financement des programmes sida et aussi donnait la priorité au traitement, brisant en même temps le tabou du financement récurrent d'un traitement chronique, un traitement à vie dans le monde du développement. Et brisant aussi cette séparation, c'est artificielle mais traditionnelle en santé publique, entre la prévention et le traitement. Il faut mentionner aussi que le financement du sida constitue une des rares promesses respectées par les États membres des Nations Unies. L'engagement en 2001 était de dépenser 7 milliards de dollars en l'an 2005, et en 2005, on était à peu près à 7 milliards de dollars. Il faut le signer parce que c'est tellement rare.
Depuis 2000, les dépenses annuelles pour le sida dans les pays en développement ont plus que décuplé pour atteindre maintenant, en 2008, on est à 14 milliards de dollars. Donc plus d'un tiers, il faut le souligner, viennent des pays émergents, des pays en développement eux-mêmes. Pourtant, les contributions des pays riches, surtout, sont très, très inégales. Vous voyez ici que ce sont les pays classiques en matière de développement, ça c'est avant la crise, sont ceux qui dépensent le plus relatif à leur propre richesse et que les grands pays du G8 payent beaucoup moins. Maintenant, même avec une augmentation du prix, il fallait résoudre la dernière pièce du puzzle, qui était le prix des médicaments antirétroviraux. Même avec un financement international considérable, le prix des antirétroviraux les rendait inaccessibles pour des programmes publics de traitement dans les pays pauvres et décourageait les bailleurs de fonds et les gouvernements de pays en développement. Aussi, vu les besoins énormes, avec déjà presque 10 millions de gens nécessitant un accès au traitement pour survivre. Par exemple, en Ouganda, dont vous voyez ici l'évolution du prix d'un traitement antirétroviral, le traitement de première ligne du sida coûtait 12 000 $ par an en 1998, comparé entre 85 et 300 $ aujourd'hui, pour exactement les mêmes produits dans beaucoup de cas. Cette diminution du prix était le résultat de l'action combinée de négociations avec les grands laboratoires pharmaceutiques qu'on menait de la part de l'ONU-SIDA et ensuite par la Fondation Clinton. Si dans les années initiales, on avait une baisse du prix d'à peu près 90%, mais le prix restait à un niveau qui était trop élevé, à 1500 $ par an. C'est aussi faisait suite à des initiatives politiques comme celle de la Commission européenne. Et là, je dois saluer le commissaire Pascal Lamy qui a mis ce problème à l'agenda des négociations du commerce à l'OMC et surtout lors du sommet de Doha, où des exceptions sur les règles de la propriété intellectuelle étaient permises pour des exceptions de santé publique. Puis il y avait aussi la pression des activistes et là, très important, l'apparition sur le marché mondial de médicaments génériques produits surtout en Inde, qui sortaient de leur pays et qui ont conquis en fait le marché mondial avec des produits de médicaments génériques. L'histoire récente du sida montre donc une fois de plus que pour un changement social, il faut que se passe un nombre de conditions qui doivent être réunies. Et comme le savaient si bien nos ancêtres, il faut que les étoiles soient alignées pour que de grandes choses arrivent. Passons maintenant au deuxième thème de mon cours, et ça c'est l'impact sur la santé publique et le développement de cette expérience sida. Le sida ne correspondant à aucun des schémas de la santé publique ou du développement international avec des caractéristiques aussi bien d'une urgence et que d'un problème de développement à long terme, une réponse spécifique au sida s'est développée à travers les différentes phases de l'épidémie. Certaines spécificités étaient imposées par l'absence initiale, le traitement, ou continue, pour la prévention, de solutions technologiques. Et d'autres spécificités étaient imposées, spécificités comme le rôle fondamental de l'activisme des personnes vivant avec le VIH, sont liées à la fois à la nature même de l'infection, qui touche principalement les jeunes adultes avec une phase prolongée de bonne santé, qui sont liées aussi au stigma et à la discrimination liée au VIH, et à l'émergence d'un nouveau type de militantisme dans le monde. Et ces acquis commencent à offrir des approches utiles à d'autres problèmes de santé et de développement. Et je discuterai ici 5 éléments de cet impact potentiel. D'un côté, la combinaison explicite de l'évidence scientifique
et des droits de l'homme comme base des politiques, la primauté de la politique, l'engagement communautaire, la multidisciplinarité et l'approche globale. Tout d'abord, l'agenda de la riposte au sida a été guidé aussi bien par l'évidence scientifique, par une perspective du droit de l'homme. Cette double inspiration est nécessaire pour s'assurer que les produits de la science atteignent tous ceux qui en ont besoin. L'accent mis sur le droit de l'homme implique aussi un refus de considérations pratiques, des considérations usuelles. Par exemple, avec le mouvement SIDA, la discussion budgétaire internationale s'est déplacée d'un débat technique de la gestion d'une pénurie budgétaire en aide internationale à un débat sur les meilleurs moyens d'élargir le gâteau. C'est complètement différent comme discussion. Il reste à voir aussi combien robuste sera cette stratégie en termes de crise budgétaire, parce que cette discussion se passait en pleine période d'expansion économique. Cette approche des droits de l'homme du sida n'a pas seulement exposé des injustices, comme l'inégalité entre les sexes ou la discrimination sur base d'orientation sexuelle, mais a aussi aidé à surmonter ces injustices. Ainsi, le sida jouait un rôle clé dans le mouvement des droits gays dans les années 80 et 90 dans les pays occidentaux et latino-américains, et aujourd'hui dans un nombre croissant de pays asiatiques et un peu africains. Par exemple, suite à une requête de groupe d'action sur le sida, la Cour suprême de l'Inde a déclaré contraire à la Constitution la section 377 du Code pénal interdisant les relations sexuelles entre deux hommes. Tous les pays colonisés par l'Empire britannique connaissaient cet article 377, même numéro, et on peut faire la carte du monde sur base de cet article. Cet héritage du colonialisme britannique a été maintenant aboli en Inde. Et ainsi, le sida a tourné une catastrophe et a renversé ça en un changement social positif. Il a aussi brisé cet autre tabou, le droit à l'accès aux médicaments nouveaux et chers dans les pays en développement, par une révision des règles de l'OMC. Au fond, cette association entre science, promotion des droits de l'homme et mobilisation communautaire signifie un retour aux origines de la santé publique à une époque où les options technologiques comme les vaccins et médicaments étaient très très limitées. Une deuxième leçon de la lutte contre le sida est la confirmation de la primauté de la politique, tant pour le progrès que pour l'inaction. Comme je l'ai démontré dans un article Good Politics, Bad Politics, chaque fois que nous avons fait du progrès dans la lutte contre le sida, c'était grâce aux décisions politiques justes, correctes, et que les décisions ou absence de décisions politiques mauvaises ont mené constamment à plus d'infections par les VIH et plus de morts. Mais l'implication de décisions politiques faut aussi pour des questions à première vue techniques. Un exemple extrême de l'impact négatif potentiel d'une politique était la position négationniste du président Thabo Mbeki. La politique d'obstruction au traitement antirétroviral de son gouvernement montre que ces politiques de santé publique n'ont pas qu'un intérêt académique, mais peuvent signifier la différence entre la vie et la mort. Si un groupe de l'université Harvard a calculé que ce refus d'offrir le traitement antirétroviral a coûté la vie à au moins 300 000 Sud-Africains. Ici, vous voyez la différence de mortalité parmi les femmes sud-africaines entre 1997 et 2004, entièrement due en fait à l'épidémie du sida et presque entièrement préventable si le traitement aux antirétroviraux était disponible. Heureusement, le gouvernement actuel du président Zuma mène le plus grand programme national de traitement du sida au monde maintenant. De la même façon, le refus de nombreux gouvernements des États-Unis, la Russie, la Thaïlande, de fournir des seringues et aiguilles stériles et un traitement par la méthadone ou autres médicaments de substitution aux usagers de drogue
continue à attiser une épidémie hors contrôle parmi les toxicomanes. Et qu'un changement de politique dans ce domaine ultra-sensible soit possible a été démontré par la décision par les dirigeants chinois en juin 2005 de promouvoir ces programmes de réduction des risques, même si c'est toujours en coexistence, je dirais, avec des approches purement répressives. Encore une fois, deux systèmes dans un pays. Enfin, la décision du précédent Congrès américain d'allouer 1/3 du budget pour la prévention du VIH à des programmes d'abstinence sexuelle a représenté un gaspillage de plusieurs milliards de dollars de l'argent du contribuable américain, vu que des essais scientifiques n'ont trouvé aucun impact de ces programmes. Donc l'histoire du sida montre que la science sans la politique ne bénéficie pas aux gens, mais aussi que la politique sans la science peut être dangereuse et au moins un gaspillage d'argent. Il s'agit d'un équilibre très difficile à trouver et peut-être encore plus difficile à maintenir, mais pour que la santé publique donne le mieux de soi, il faudra qu'elle implique plus les décideurs politiques et incorpore les sciences politiques et sociales dans son champ intellectuel. Le troisième élément qui a un pouvoir de transformer nos pratiques en santé publique, en développement, est peut-être le plus puissant. Et c'est l'ancrage de la riposte SIDA dans l'engagement communautaire et l'émergence des personnes vivant avec le VIH comme acteurs à part entière de la lutte contre le SIDA, que ce soit au niveau politique, technique même, ou de mise en œuvre. La santé publique est largement dominée par des solutions coût-efficaces imposées par le haut, et souvent, alors, à la surprise générale, sans l'impact imaginé par des experts bien informés, bien intentionnés. Et dans le sida, la répugnance de beaucoup de gouvernements à faire face à la crise du sida a en fait donné l'espace à la société civile. En premier lieu, les personnes vivant avec le VIH. Initialement, il s'agissait de groupes de protestation comme ACT UP, ici à Paris aussi, ou des groupes d'appui comme TASO, des AIDS Support Organization, ici vous voyez la fondatrice Noreen Kaleba, un groupe qui était fondé par 14 personnes qui étaient soit atteintes par le sida, soit dont le conjoint était mort du sida. Ces groupes devenaient graduellement impliqués dans la formulation des politiques au niveau national et de plus en plus aussi comme maîtres d'œuvre de programmes de prévention et de traitement. Le slogan du mouvement SIDA devenait « Rien pour le peuple sans le peuple ». Aujourd'hui, ceux que nous appelons dans ma langue maternelle le néerlandais « ervaringsdeskundigen », c'est-à-dire les experts de l'expérience, et les représentants de la société civile ont une place à la table des conseils nationaux sur le sida, des conseils d'administration du Fonds mondial, de l'ONU-SIDA. Ils prennent même part au débat sur le sida à l'Assemblée générale des Nations unies. Et parfois, cette implication est symbolique, mais elle est de plus en plus authentique. Elle a introduit une nouvelle forme de démocratie en donnant une voix aux populations les plus marginalisées, souvent sans voix, comme les prostituées, les homosexuels, les toxicomanes, qui se trouvent dans l'illégalité dans beaucoup de sociétés. Mais il faut quand même noter la résistance continue de la part des médecins, gouvernements et administrations qui essayent souvent de garder le statu quo du pouvoir. Mais la vigilance très publique de ces associations a déjà introduit une culture de rendre compte, de accountability, assez poussée parmi les structures finançant la lutte contre le sida, même si les efforts d'évaluation rigoureuse des programmes restent très insuffisants. Avec le mouvement écologique, ce mouvement mondial virtuel de militants anti-sida est probablement un des exemples majeurs d'un nouveau type de mouvement de la société civile internationale, mouvement transnational. Il opère d'une façon très informelle, sans leader unique, avec des réponses très, très rapides, grâce aux moyens de communication contemporains. Le téléphone mobile, le Twitter, le Facebook sont leurs instruments les plus importants.
par leur participation parfois très directe aux négociations entre pays, ces mouvements mettent même en question le paradigme westphalien des relations internationales. Afin d'achever de meilleurs résultats, il serait important que les responsables de la santé publique et du développement international ne se limitent plus seulement aux considérations techniques, mais impliquent beaucoup plus directement ceux pour qui nous travaillons tous. Comme le ferait d'ailleurs n'importe quelle entreprise qui essaye de vendre des produits aux consommateurs. Quatrième point, le sida illustre pleinement que les problèmes de plus en plus complexes de notre temps ne peuvent être résolus que par une action multidisciplinaire. Et que pour résoudre des problèmes de santé, il faut aller au-delà du secteur de santé. Dans la lutte contre le sida, l'éducation, l'action communautaire, la justice sont aussi importantes que la médecine quand il s'agit de prévention du VIH. Comme vous voyez ici, le nombre de ministères, dans ce cas-ci, dans les pays en développement, qui sont maintenant impliqués dans la lutte contre le sida. Tout, juste comme le contrôle du cancer du poumon, le diabète et les maladies cardiovasculaires passent par la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, une bonne nutrition, l'exercice, qui en fait sont toutes des interventions non médicales. Mais aussi où il faut associer deux secteurs qui sont en général très séparés, la prévention et le traitement. Ce schisme aussi, le sida a essayé de l'aboutir. Enfin, la lutte contre le sida est probablement le premier exemple de l'engagement à assez grande échelle des entreprises privées non pharmaceutiques dans une cause de santé. Et là, le Forum économique mondial de Davos a aidé beaucoup en mettant constamment les problèmes de santé à l'agenda des discussions stratégiques importantes dans le monde. Vous voyez ici que l'année passée, c'est les maladies chroniques qui étaient identifiées à Davos comme un des risques les plus importants pour l'avenir du monde. Un dernier élément innovateur de la lutte contre le sida est la mondialisation de la réponse à l'épidémie. Le sida fait partie de ces grands défis de notre époque, comme le changement climatique, dont la résolution ne peut être que globale. Donc il s'agit vraiment d'un des meilleurs exemples d'un bien public global et stratégique. Le rôle des Nations Unies dans cette mobilisation politique et d'une création d'un consensus sur les stratégies a été fondamental, en dépit du climat très difficile pour le multilatéralisme à cause de l'attitude du gouvernement américain de l'époque. Pourtant, je me souviens que même en pleine période de la crise de l'Irak, les États-Unis continuaient à collaborer étroitement avec le système des Nations Unies quand il s'agissait du sida, montrant le potentiel d'une diplomatie santé quand les plus grands enjeux, si vous voulez, ne permettent pas le dialogue. Bien que le prix différentiel pour les vaccins ait existé depuis longtemps, c'est à ma connaissance la première fois que ce principe a été accepté pour des médicaments encore sous brevet, comme c'était le cas pour les antirétroviraux. C'est aussi l'indignation au sujet du manque d'accès au traitement pour les malades du sida qui a conduit à l'adaptation des exceptions de santé publique sur les accords TRIPS de l'OMC en 2003. En principe, la porte est maintenant ouverte au traitement à moindre coût d'autres maladies comme le cancer et les maladies chroniques dans les pays en développement. Après la création du premier fonds multilatéral en dehors du système des Nations Unies, c'était Gavi, l'Alliance globale pour la vaccination, sous l'impulse de la Fondation Gates, plusieurs mécanismes internationaux de financement du sida ont vu le jour. La Banque mondiale était le premier à développer un programme pareil, pas de prêts, mais de dons. Et puis après, il y a le Fonds mondial, PEPFAR de Bush, UNITAID sur une initiative franco-brésilienne, le secteur privé avec des produits RED,
Et même si cette pluralité de ces mécanismes n'est pas idéale, son origine est rationnelle. Comme chaque mécanisme répondait à un besoin politique, comme le contrôle par le Congrès américain, ou à une opportunité nouvelle de récolter des fonds, comme l'initiative United. Sans ces fonds spéciaux, l'accès au traitement pour le sida serait resté un rêve et la mort pour des millions de malades. Une réflexion s'impose maintenant pour évaluer leur valeur ajoutée, la durabilité et la pertinence comme modèle pour le financement du développement et de la santé. Donc le sida et des épidémies aiguës comme la grippe ont clairement montré la valeur ajoutée d'une approche globale d'un problème de santé. Il reste maintenant à trouver de nouvelles et meilleures formules de gouvernance mondiale qui ne correspondent plus du tout à ces nouvelles réalités, aussi où la société civile doit être impliquée de plus en plus. Nous avons aussi besoin de financements mondiaux plus performants que celles qui existent actuellement. Quelques mots sur les mythes. Moi, j'aime bien les mythes. Comme tant d'autres phénomènes, le sida a créé ses propres mythes et rumeurs. Et je ne parlerai pas ici des mythes populaires comme la guérison du sida par des rapports sexuels avec une vierge, ou que le VIH fut créé par la CIA ou la KGB, et il y a toujours des mythes de conspiration, mais plutôt des mythes circulant parmi les experts techniques. Je viens d'en publier un article avec Michel Kazachkin dernièrement, et j'en mentionnerai brièvement 4 avant de terminer avec la vision à long terme. Le premier mythe est que l'épidémie du sida est sous contrôle, c'est terminé, et que de toute façon, son ampleur a été surestimée, délibérément ou pas, encore la conspiration. Je crois que j'ai démontré que ça ne correspond pas à la réalité, et allez le dire à un Swazi. Vous voyez ici l'évolution de la prévalence du VIH parmi les femmes enceintes au Swaziland. En 2008, les derniers chiffres, on était à plus de 40%. Donc presque la moitié des femmes enceintes au Swaziland sont séropositives. La question de la qualité des estimations de la prévalence et de l'incidence du VIH, ça c'est plus complexe. Nous avons certes surestimé le potentiel d'extension du VIH en dehors de l'Afrique subsaharienne, même si aujourd'hui une diffusion lente dans la population générale et dans les populations homosexuelles et d'usagers de drogue est en train de se passer en Asie. La qualité des estimations épidémiologiques sur le sida et le VIH s'est considérablement améliorée grâce à l'extension de la surveillance épidémiologique et surtout les enquêtes démographiques et de santé sur des échantillons très larges qui ont parfois mené à des révisions à la baisse des estimations épidémiologiques. Toutes ces estimations sont revues par les meilleurs experts épidémiologistes au monde et ce serait vraiment très difficile à manipuler. Un deuxième mythe récurrent est qu'il y a une solution unique et simple au sida, que ce soit la circoncision masculine qui va résoudre tout, la réduction du nombre de partenaires concomitants, le dépistage pour le VIH de toute une population suivie par traitement antirétroviral de tous les séropositifs, etc. Dans sa leçon inaugurale de cette chaire, il y a tout juste un an, Esther Duflo dénonçait magistralement cette polarisation et simplification du discours scientifique sur les solutions à la pauvreté. Malheureusement, nous avons le même fléau quand il s'agit du sida. De même, ce refus d'admettre la complexité du sida ne manque pas seulement de rigueur scientifique, mais peut être dangereux. Si nous avons appris une leçon les 29 dernières années, c'est que la prévention efficace du VIH dépend du mélange d'interventions efficaces adaptées à chaque contexte épidémiologique et social et de la couverture minimalement nécessaire de ce mélange, ce qu'on appelle la prévention de combinaison ou combinée. Un troisième mythe est que trop d'argent va à la lutte contre le sida.
une option répandue surtout parmi les spécialistes des services de santé ou travaillant sur d'autres maladies. La réalité est que le sida reste la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne et que les budgets pour le sida sont très insuffisants, avec un nombre grandissant de malades qu'on ne peut pas traiter, faute de moyens, maintenant en pleine crise financière. Mais il est vrai aussi que beaucoup de problèmes de sida, de santé, comme la mortalité maternelle, qui persistent malgré tout ce qu'on connaît, le diabète, les maladies cardiovasculaires sont insuffisamment financées dans les pays émergents et en développement, même si les maladies non infectieuses sont déjà responsables de la majorité des morts prématurées en dehors de l'Afrique subsaharienne. Il s'agit donc d'élargir les moyens, pas de les réduire pour la lutte contre le sida. Quatrième mythe, le dernier que je mentionnerai, est que les programmes de santé de sida détruisent les services de santé en Afrique qui sont chroniquement sous-financés. Vous voyez ici, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais une illustration du Rwanda où c'est justement le financement par le programme de sida qui a permis à élargir la population de couverture d'assurance de santé pour les populations au Rwanda. Mais cette accusation doit être prise très au sérieux, comme elle signifierait que les programmes sida font plus de mal que du bien. L'évidence actuelle n'appuie pas cet effet négatif, mais il faut dire aussi que la méthodologie d'évaluation est insuffisante. Là où l'évidence est suffisante, c'est qu'il est clair qu'il ne suffit pas de renforcer les services de santé pour résoudre le problème du sida. Il est évident que c'est nécessaire pour un meilleur accès au traitement, meilleur accès à la prévention de la transmission mère-enfant, mais en ce qui concerne la prévention, ça se passe au niveau communautaire. On n'atteint pas les populations marginalisées avec les services de santé. On ne va pas changer les comportements avec de meilleurs services de santé. Par contre, l'évolution du sida vers une épidémie de longue durée et vers une maladie chronique pour ceux qui ont accès au traitement, ce n'est pas un mythe. L'espoir implicite des années 80 que l'épidémie du sida, un beau jour, d'une façon ou d'une autre, disparaîtrait, ne s'est pas matérialisé. Faute de vaccin, faute de guérison avec élimination du virus, et suite à une sous-estimation des difficultés de changer le comportement sexuel. Nous devons faire face à la réalité que les approches actuelles contre le VIH ne sont pas durables et ne viendront pas à bout du sida, avec presque 3 nouvelles infections pour chaque personne nouvellement mise sous traitement, comme je l'ai mentionné. En plus, avec la crise financière mondiale, pour la première fois, la demande en traitement et la capacité d'absorption des fonds dépasseront l'argent disponible. Même le Fonds mondial est dans une période très vulnérable financièrement actuellement. En continuant les efforts pour augmenter le financement des efforts contre le sida, nous devons maintenant nous préparer à des approches à long terme. C'est pour cela que j'avais lancé le projet AIDS 2031, SIDA 2031, il y a quelques années, en 2007. Pourquoi 2031 ? Parce que ce sera 50 ans après la découverte du sida. Et je l'ai lancé quand on parlait partout, on donnait des discours sur les 25 ans d'expérience contre le sida. L'ambition de ce projet est d'analyser des scénarios à long terme et de proposer une réorientation de nos stratégies pour assurer le meilleur impact après 50 ans après la découverte du sida. Le sida a maintenant les caractéristiques simultanées d'une urgence, avec des milliers de morts par jour, et d'une lutte qui ne peut être efficace qu'à long terme. Une fois de plus, un défi très complexe et assez unique. Dans l'état actuel de nos connaissances, l'avenir de l'épidémie du sida paraît très déprimant. Même en intensifiant des programmes de prévention, et à moins d'une percée technologique importante pour la prévention, il y aura probablement toujours autour d'1 million de nouvelles infections par an vers 2030.
En plus, l'épidémie est en train de devenir endémique dans beaucoup de populations, devenant une partie normale, entre guillemets, de la vie. La résilience des communautés est quand même formidable. Rob Hecht et ses collègues de AIDS 2031 ont calculé que les besoins financiers ne feront qu'augmenter pour au moins 20 ans à venir jusqu'au niveau de 20 à 30 milliards de dollars par an en fonction du type de programme qu'on va mettre en œuvre. 20 à 30 milliards de dollars par an, soit 2 à 3 fois plus qu'aujourd'hui. Et c'est les pays les plus pauvres qui auront besoin de plus d'argent et à des taux de besoin pour les programmes SIDA, à des taux comme pourcentage de leur produit intérieur brut qu'ils ne seront pas capables de porter. À la longue, il n'y a que la diminution significative de nouvelles infections qui mènera à une réduction beaucoup plus grande de la mortalité due au sida et au coût du traitement. Alors, quel est cet agenda pour l'avenir, pour terminer? Un premier impératif, comme je l'ai dit, est l'intensification de la prévention. Et je n'entrerai pas dans les détails, ce sera un des sujets d'un de mes cours, de mes leçons. Mais une vision à long terme diffère aussi de nos efforts actuels en plusieurs aspects. Tout d'abord, nous devons investir beaucoup plus dans une évaluation rigoureuse de ce que nous faisons. Les grands programmes de prévention, comme ceux financés par le Fonds mondial, les États-Unis ou la Banque mondiale, doivent générer une évidence rigoureuse de leur impact, ou non, pour que chaque génération suivante de ces programmes soit plus efficace que la précédente. C'est comme ça qu'on apprend. Ceci nécessitera aussi des investissements considérables dans la recherche en méthode d'évaluation. Deuxièmement, nous devons commencer aussi à investir plus sérieusement dans le changement social pour contrer les déterminants structurels du VIH, en sachant que ça peut nécessiter des efforts pendant plusieurs années. Et c'est pour cela aussi qu'en général, ces activités sont négligées dans les programmes SIDA et autres. Les agences de financement doivent enfin investir dans ces programmes et être prêts pour persévérer pendant une décennie, s'il le faut, avant de voir des résultats. Les priorités dans ce domaine sont des programmes comme contre l'inégalité des sexes, rendant les femmes plus vulnérables à l'infection par le VIH, la violence sexuelle et la discrimination légale et sociale contre les homosexuels. Troisièmement, un pourcentage plus important du financement SIDA doit être investi dans le renforcement des capacités techniques et managériales dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Ceci diminuerait aussi la dépendance d'ONG internationales et d'experts étrangers. Enfin, en ce qui concerne l'accès au traitement, nous devons mettre beaucoup plus l'accent sur l'adhésion à long terme au traitement et pas seulement sur le nombre de patients nouvellement mis sous traitement, qui sont pour le moment les critères de performance des programmes. La crise financière actuelle offre aussi une opportunité d'améliorer l'efficience et la qualité des programmes SIDA. Comme j'entendais tout à l'heure, never miss a crisis. Une opportunité pour introduire en premier lieu une gestion plus professionnelle et des choix plus rationnels en technologie et ressources humaines. Il y a maintenant tout un travail à faire, par exemple, pour que des situations de ce genre-là, où en Russie, ça peut coûter aussi bien $1 que $1000 pour tester et conseiller une personne. Il y a des échelles d'économie partout, ça c'est sûr, mais pas de $1 à $1000. Il y a des essais récents qui sont très encourageants. Par exemple, en Afrique, un grand essai d'ART coordonné par Imperial College a montré qu'un suivi de laboratoire ou un suivi clinique ne fait pratiquement pas de différence pour un suivi de 5 ans pour les patients mis sous traitement. Et un autre essai par la London School of Hygiene Tropical Medicine en Ouganda montre que des personnes
d'une ONG Tasso, qui ne sont pas des professionnels de la santé, avaient été aussi bons que les médecins pour soigner, pour suivre des patients sous traitement antirétroviral. Il y a maintenant tout un travail à faire pour réorienter les politiques et pratiques en matière de lutte contre le sida et pour introduire cette vision à long terme. Ceci nécessitera un leadership fort à plusieurs niveaux, mais paradoxalement pourrait être facilité par la crise économique. Mesdames, Messieurs, l'épidémie du sida a été exceptionnelle dans le sens qu'elle a déclenché une riposte qui abolit de vieilles barrières un peu partout, établit de nouveaux paradigmes en politique sociale. Avant le sida, qui aurait pu penser que des droits individuels seraient au centre de ripostes gouvernementales contre une infection sexuellement transmissible touchant des populations souvent marginalisées, et que ces mêmes populations seraient officiellement représentées dans les plus hautes instances nationales et internationales pour co-décider des priorités de ces instances, y compris financières. Le sida aura peut-être aussi intensifié l'intolérance globale pour les inégalités historiques en santé. Des problèmes comme le sida et le réchauffement climatique, comme je l'ai dit, ne peuvent être gérés efficacement qu'en modifiant certaines règles du jeu. Comme le militant anti-sida sud-africain Zaki Agmat, que j'avais montré plus tôt, le proclamait récemment, « We live in a world that must change to survive ». Nous vivons dans un monde qui doit changer pour survivre. Ce n'est pas seulement à cause du réchauffement de la planète. Le défi est énorme, mais nous n'avons pas de choix. Et dans ton livre passionnant, Le temps de l'altruisme, Philippe Kowilski nous interpelle pour adopter un altruisme rationnel. Et la riposte mondiale à l'épidémie du sida est une illustration du réalisme de cette proposition. Ce n'est pas seulement des rêves philosophiques, mais aussi des conséquences néfastes si le principe de l'altruisme réaliste n'est pas suivi. C'est peut-être là la leçon la plus importante de l'histoire non terminée du sida. Je vous remercie.